Les trois enfants bleus. Une histoire immersive de Julien Lenoir. Déjà un peu plus d'une heure et demie que j'arpente avec difficulté ce sentier abrupt, étroit et dur d'accès, au cœur même de la forêt d'Urac. Ma respiration se fait haletante, la faute à cette nuit horrible que j'ai passée. Le genre de nuit qui vous fait regretter et vous laisse des séquelles visibles sur le visage. Cette matinée hivernale paraît tous nous envelopper de son grand manteau triste et glacé. Peu de temps après, un croisement à peine visible, la scène de crime s'ouvre enfin devant mes yeux. Troublé, je lève ma tête vers le ciel. J'inspire profondément. Les cimes des pins le cachent un peu. Parmi elles, je l'entreaperçois, ce bout de firmament morcelé d'un blanc presque irréel. Il fait froid, un froid terrible. Le pire, le temps semble encore se gâter. Maudite région. À quelques mètres seulement, un ruisseau terreux s'écoule avec difficulté. J'entends d'ici son gargouillis timide creuser les parois meubles du sentier. L'eau est encore à moitié gelée. Sa fraîcheur s'évapore, transperçant l'air d'un nuage de parfums organiques. Sur le côté, un amas de fougères, jeunes, décore les lieux avec une certaine poésie. Sur leurs feuilles verdoyantes, des traces de sang pourpre et coagulé. Sûrement celui de l'enfant. Je regarde droit devant moi, et là je le vois. Je ne peux m'empêcher d'avoir mal au ventre. Mais où diable sont les autres, Camara et Dupart? Je me retourne. Ils sont bel et bien derrière moi tous les deux. J'ai la seule impression qu'ils m'observent, me surveillent. Faut que j'arrête ma parano. Ce meurtre, est-ce un signe du destin? Comment dois-je interpréter cette effroyable découverte? Pourquoi nos destinées se croisent-elles de cette façon? Pourquoi dois-je assister à cela? Comme si une irrémédiable malédiction s'abattait sur mes épaules d'un coup, telle la lourde lame d'une guillotine. Comme si j'avais besoin de ça. En ce moment, moi, qui sors à peine de cette dépression qui a bien failli avoir ma peau. J'ai mal. J'ai mal aux mains. Je ne sais pas pourquoi, mais soudainement l'envie me prend de me mettre pieds nus. Sans réfléchir, j'enlève mes chaussures. Le sol est humide et boueux. Une sensation étrange m'envahit. Je tourne les yeux vers le corps. Il est allongé, sur le ventre. De là où je me trouve, je ne peux voir son visage. Et puis j'ai des flashs de ma chambre au même moment. Étrange vision. Je fixe mon lit. Celui-ci est défait. Les draps, d'un blanc immaculé, sont jetés à terre. Les oreillers aussi. A-t-elle été si horrible que ça, ma nuit? Le corps du gosse revient devant mes yeux, sans prévenir, d'un seul coup. Les flashs se sont estompés. Je ne peux pas distinguer ses traits. Dans mon esprit, je l'imagine, chérubin, blond, joufflu, petit garçon aux jolis cheveux bouclés. Un ange ayant chuté du paradis par mégarde. Je me complais même à penser que celui-ci est simplement tombé du ciel. J'ai envie de croire en la beauté de sa mort. Cependant, il ne possède ni aile blanche, ni halo lumineux. Non, il n'a rien d'un ange. Il est juste là, mort, sans artifice et sans gloire. Je ne veux pas, non, je ne peux pas voir la réalité en face. La crue, la terrifiante, celle qui vous glace les os et vous donne des nausées si effroyables que vous sentez votre cœur se soulever à l'intérieur de votre poitrine lourde. Non, je veux pouvoir me mentir, me convaincre, me persuader, avoir encore l'espoir que ce petit cadavre n'est qu'une illusion, que nos chemins ne sont jamais croisés, que les enfants sont immortels. Doucement, je m'approche. Il n'est plus qu'à quelques pas, telle une offrande déposée. En dessous de mes pieds nus, je ressens le sol vibrer, la nature vivre. Je tangue, presque drogué par l'effet. Mon corps se plie légèrement, se courbe sous l'effet des mouvements. Le malheureux gît sur le ventre, le visage tourné vers la pente qui borde le chemin. Tout son corps est bleu, d'un bleu inhabituel, un bleu inhumain. Cette vision d'horreur me pétrifie. Je m'arrête. Immobile, mes deux jeunes collègues ne parlent plus. Un silence écrasant s'installe alors, alourdissant l'atmosphère déjà ô combien oppressante. Je les écoute respirer. Leurs bruits de souffle, signes de vie pourtant si banals, me font un bien fou. Je suis contente de n'être pas venue seule. Je sens Dupart mal à l'aise. Je me retourne et la vois vaciller, telle une brindille secouée par le vent, fragile. C'est une jeune femme à la carrure imposante, de haute stature. Pourtant, ici, elle semble s'être transformée en un être fébrile. Dupart se met à hurler et s'accroupit au milieu du sentier. Son cri se perd parmi les pins dénudés. Camara intervient afin de la soutenir. C'est un brave type, Camara. Un peu trop parfois. Madame Graned,
On va pas tarder, me dit ce dernier. J'ai bien compris. Restez là tous les deux, leur lançai-je fermement. Pas le choix. C'est moi leur chef. Ils doivent m'obéir. Je les vois se regarder, puis échanger quelques murmures que je n'arrive pas à entendre. Et s'ils complotaient contre moi? Méfiante, je m'engage alors vers l'enfant. Son petit cadavre repose au cœur d'une immense mare de sang noir séché. Celle-ci traverse l'intégralité du sentier en largeur. Quel carnage! La bruine l'a lavé un peu, le laissant couler par endroits sous forme de fissures névrosées. J'inspire profondément. Je me rapproche encore un peu. À cet instant, plus rien n'existe. Plus rien d'autre ne compte. La forêt de l'Urac tout autour semble avoir même disparu, son immensité balayée d'un revers. Mes collègues, eux aussi, évaporés. Je me retrouve face à face avec les abîmes. La violence déchaînée, ce sang, témoignage réel de l'horreur rencontrée, cette cruauté innommable qui serre ma poitrine comme un étau. Ma respiration s'accélère, un voile sombre m'encercle entièrement. Je suis seul, seul avec ce corps, seul avec la mort, cette entité silencieuse. Seigneur, dans toute votre miséricorde, faites que ce petit être se trouve désormais au paradis, au creux de vos bras doux et protecteurs. Je m'étonne de me mettre à prier pour ce pauvre gosse. Que puis-je bien faire d'autre que de lui souhaiter le paradis, si celui-ci existe? Il est improbable que ce lieu se trouve sur terre. Je regarde mes mains, du sang les recouvre. Mais que m'arrive-t-il? Je dois rêver, halluciner, ma chambre revient. Son papier peint, blanc, cassé. Sa statuette en bois sur le meuble qui semble me fixer de ses grands yeux sculptés. Mes paupières vacillent. Péniblement, je reprends mes esprits. Ai-je vraiment le droit de flancher? Je me retourne vers mes collègues. Dupart est toujours accroupi, la main posée sur le sol, s'y appuyant avec difficulté. Je ne peux pas m'écrouler ici, pas maintenant. J'arrive tant bien que mal à puiser un restant de force dans ma réserve intérieure. Je pense d'abord à mes enfants, puis à leurs enfants, et ces pensées me tirent un léger, très léger sourire, un sourire triste. De nouveau, j'avance prudemment. Rien sur le sentier, pas de traces de lutte, pas d'empreintes, que du sang, des gouttelettes, de minces ruisselets, des éclaboussures un peu partout, aléatoires. Tout est coagulé. Quand est-ce arrivé? Pourquoi personne n'a signalé sa disparition? Mis à part tout ce sang présent sur la scène, c'est le néant absolu. Méticuleusement, je mesure chacun de mes pas afin de ne pas écraser de potentielles preuves ou indices. Il faut absolument retrouver le monstre qui a commis cet acte. Mes pieds nus s'enfoncent dans la terre pâteuse. En voyant l'état du cadavre, je me dis immédiatement que cela ressemble à un meurtre d'homme. Une femme ne peut pas faire cela, non. C'est peu probable. Les femmes sont plus vicieuses, plus réfléchies. Les hommes, eux, sont des bouchers, des impulsifs, des primitifs. Je parle en connaissance de cause. Peut-être suis-je en train de me tromper. Peut-être qu'une femme est l'auteur de ce spectacle macabre. Si c'est le cas, alors il faut que je la rencontre, que je voie ses yeux, que je lise en eux, que je lui parle, pour avoir le plaisir de l'enfermer à tout jamais. Ma chambre réapparaît. Cette fois, je me vois face à mon miroir. J'ai les cheveux ébouriffés, d'immenses cernes grises entourent mes yeux. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Ces flashs succincts m'empêchent de me concentrer. Je vacille de nouveau. Je sens le vent caresser ma peau. Il me guide. Il veut que j'avance encore. Lorsqu'enfin je suis assez proche pour distinguer chaque détail du cadavre, la première chose qui m'interpelle est son œil. Son œil, ouvert, semble me fixer avec mélancolie. Il paraît me supplier. Ses pupilles sont marron clair. Son regard me déstabilise au plus haut point. Je l'observe, j'essaie de déceler une once de vie à l'intérieur, mais rien. Le vide y règne, seule la mort s'y reflète. Devant moi, je vois l'autre partie de son visage écrasée contre la terre humide. Un bout de sa bouche est en évidence. Elle grimace. C'est difficile. Ses vêtements, un survêtement en coton rouge et un sweatshirt jaune sont partiellement déchirés. Sa peau bleutée contraste au milieu de cet amas de couleurs vives. Je me penche. D'énormes traces verticales et sanguinolentes lui saccadent le dos. Elles sont profondes, marquées, étendues. Quelqu'un s'est acharné sur ce petit ange sans défense. Personne n'était là pour le sauver. Je détaille les traces en question. Elles ressemblent à de grands coups de hache ou peut-être bien de faux. Poussé par une envie indescriptible et déraisonnée, je lui caresse les cheveux. Madame Graned, faut qu'on rentre maintenant, allez, c'est l'heure. Camara est gentil. Il me regarde avec tendresse. Mais je dois finir ce que j'ai commencé. Oui, j'arrive, c'est bientôt terminé, lui dis-je.
Je ne peux m'empêcher d'observer les traces, mes yeux s'y accrochent, chacune d'entre elles creuse sa peau profondément comme si quelqu'un avait voulu le découper. Je vois des éclats d'os ainsi que quelques morceaux jaunâtres de sa colonne vertébrale apparaître. Je détourne immédiatement le regard. Je ne voulais pas voir ça, mais c'est trop tard. La scène est gravée en moi, certainement jusqu'à la fin de ma vie. Quelle espèce de sauvage a bien pu le mettre en pièces de la sorte? Ce gosse, j'ai envie de le prendre dans mes bras, le porter. Je désire qu'il se réveille, qu'il se relève et me sourisse, qu'il me dise que tout ça n'est qu'un mauvais rêve. Et puis que joyeux, rassurés, nous rentrions tous les quatre à Saint-Brovant, là où ses parents, probablement morts d'inquiétude, viendraient l'y récupérer. Rien de tout cela ne va arriver. Non? Et vous savez pourquoi? Car la vie est une chienne, l'humanité est morte. Une odeur rance, immonde effluve nauséabonde et mortifère s'échappe et parvient alors jusqu'à moi, libérant un parfum de décomposition. Cette fois, je ne peux m'empêcher de déglutir. Je tourne mon regard vers les fougères, denses, encore vertes malgré la saison. Au sol, j'entreaperçois une main, une autre. Y aurait-il un autre corps? Un autre gosse mort là, sous les feuilles? Je m'avance sur le talus, enjambe le ruisselet glacé. Devant mes yeux, gisent côte à côte les cadavres de deux autres gamins. Ils sont bleus eux aussi. L'un a le crâne explosé. Des débris d'os et de cervelle sont répandus sur le sol, se mélangeant à la terre pour venir former une bouillie effroyable. Des insectes fourmillent dessus. C'est l'horreur absolue. Instinctivement, je recule. Prise d'un vertige incontrôlable, je m'appuie sur le tronc d'un pin bordant le chemin. Quelques pas de plus, et c'était moi qui faisais les gros titres des journaux. Madame Graned, ça va? Allez, cette fois on y va. Arrêtez de faire la têtue maintenant. Comment il me parle, Camara? Il me dévisage étrangement. On dirait même qu'il a pitié de moi. C'est moi sa chef et il me parle comme s'il voulait me donner des ordres. Je le toise des pieds à la tête, comme je sais bien le faire, désagréablement, et ne lui réponds pas. Je me ressaisis et je continue, malgré la puanteur insupportable, d'examiner le corps. De minuscules insectes noirs à la carapace luisante sortent des narines de l'enfant. Horrible macrophage, le cycle de la vie poursuit son cours sans que personne ne puisse l'arrêter. Si on avait pu les découvrir avant, tout cela aurait été évité. Je suis victime d'un autre vertige, plus intense cette fois-ci. Néanmoins, je parviens à rester solide sur mes appuis. Je sens une main me saisir par le bras. C'est Camara. Encore, il est gentil, Camara. Derrière moi, des pas pressés se font entendre. Un homme arrive. Il est brun, athlétique et plutôt jeune. Il émet un signe de la tête à mes deux jeunes collègues qui lui répondent de la même façon. Je ne le connais pas celui-là. Sûrement un petit nouveau. Il est vêtu de blanc de la tête aux pieds. Sans la moindre hésitation, le jeune homme me rejoint. Il a une tête de premier de la classe. Il possède en lui quelque chose de désagréable. Rapidement, ce dernier me salue et en un seul regard me fait comprendre qu'il est temps de lui céder la place. Comme je suis accroupi près du corps, son regard me surplombe. « Bonjour madame, vous êtes sûre que tout va bien? Est-ce que ça vous plaît de sortir un peu ?» Probablement un légiste. Sous prétexte qu'ils sont experts, ils se croient tout permis. Ils pensent peut-être que je m'amuse. Quel sarcasme! Tout en me relevant, je sors une cigarette et m'éloigne sans un mot. En passant, je l'effleure de l'épaule, exprès. Il me fixe. Je vois bien qu'il me hait, m'en fiche de son empathie. Je tire sur ma cigarette, la fumée s'engouffre en moi. Je me sens vivante. Pauvre gamin, pensais-je. On a dit 2 cigarettes maxi, n'oubliez pas, madame, me lance l'homme sur un ton ferme. Mais quel petit merdeux. S'il pense que j'en ai quelque chose à foutre de ses recommandations, quelle condescendance. Qu'est-ce qu'il croit? Que je suis là par hasard? Que je ne connais pas mon métier? Ce n'est pas ce connard à peine sorti de l'école qui va m'intimider, avec son duvet de puceau. Du part est debout. Camara me fixe toujours. Il me tient par le bras. Il semble inquiet. Non, plutôt préoccupé. Je n'ai pas envie de leur parler. Je reprends une énorme bouffée de nicotine, rejetant la fumée opaque vers la cime des pins. Au milieu du ciel blanc, je revois l'œil de ce pauvre gosse me fixer. Quel beau bordel aujourd'hui. 3 enfants bleus. Mon matelas est froid. Je l'ai délaissé toute la journée. Je m'y écroule enfin. Mon corps entier me remercie. Lorsque je m'installe à l'intérieur de mon lit, bien calé sous la couette, ça va un peu mieux. La douleur et les flashs semblent avoir disparu. Je prends mes lunettes sur la table de nuit, mon bouquin de chevet, un roman, et je commence à lire. Après à peine 3 pages, mes paupières se ferment.
Je m'endors, enfin un peu de repos, mérité. Aux alentours de 2 heures, un bruit sourd me réveille. C'est dans le couloir, je crois. Juste là, à quelques pas. Mon cœur se met à battre puissamment et mon cerveau, forcément, commence à dessiner un scénario saugrenu. Il virevolte, poussé par mon imagination. Moi, je n'ai pas d'homme pour me protéger. Cependant, j'ai toujours un couteau sous mon oreiller. On ne sait jamais quel malade peut rentrer chez vous, la nuit, tenter de vous voler, ou pire, de vous violer, surtout nous les femmes. Faut que j'arrête de me faire des films. Ce n'est probablement rien. Je me lève, le couteau à la main, l'âme brandie vers le haut. Décidément, je ne peux donc jamais être tranquille. Je suis en pyjama blanc. Le couteau serré dans ma paume avec force. Je passe ma tête dans le couloir. Rien. Le silence règne en maître. Mon cœur s'est calmé. Mon cerveau aussi. Je repars dans mon lit. La lumière de l'abat-jour, allumée, émet une lueur bleutée. Cela m'interpelle. Je tape sur l'ampoule. Elle est glacée. Étrange. Après quelques secondes à scintiller, tout redevient normal. On dirait que cette maudite chambre tombe en ruine. De nouveau, je me blottis sous ma couette, espérant ne plus être dérangé. J'éteins la lampe. Je n'arrive pas à dormir. J'essaie sans succès. Entre-temps, les gosses du sentier sont revenus s'immiscer dans mon esprit. En particulier le premier, avec son œil qui me fixe, froid, perturbant, et qui ne veut plus me lâcher telle une marque traumatique. Je me positionne sur le côté, je tourne ma tête. Le mur, blanc crème, vide, semble me regarder. Drôle d'impression. Soudainement, le visage de Camara apparaît au cœur de mes pensées. Il est peut-être temps que je m'arrête un peu. Qu'est-ce qui m'arrive? Suis-je en train de faire une dépression? Pourquoi j'entends tout ça? Avant, je n'avais pas ce genre de trouble. Je m'en foutais. Je commence à parler aux voix dans ma tête. Je leur ordonne de se taire. Néanmoins, comme si celles-ci voulaient me provoquer, elles se mettent à résonner de plus en plus fort. Camara, Dupart, le jeune homme, le puceau. Merde. C'est clair désormais. Je suis en train de devenir folle. Je m'adosse au montant du lit, le cœur cavalant. Mes yeux me font mal. Devant moi, j'entreaperçois une silhouette, logée dans la pénombre. Elle est à côté de la chaise. Elle ne la dépasse pas. C'est un enfant. Je ne sais pas quoi faire. Il se tient là, à quelques centimètres de ma descente de lit, droit, les bras le long de son petit corps tout frêle. Il est bleuté, un bleu étrange, le bleu de la mort, le même bleu que se retrouvait sur le sentier. Ses yeux scintillent, de minuscules points blancs brillants comme des éclats de lune. Il est nu. Maman, pourquoi tu m'as fait ça, maman? Je suis pétrifié, je ne peux plus bouger. Je sens ma mâchoire se serrer avec force. L'enfant s'avance vers moi doucement. Il grimpe sur mon lit, tel un animal. Ses jambes osseuses frôlent les miennes au fur et à mesure qu'il monte, à 4 pattes, me fixant toujours avec ses 2 points blancs scintillants. Ses pupilles me traversent de part en part. Il a la peau glacée. Elle me touche, me frôle. Il sourit. Puis, comme un chiot, il frotte son visage contre moi et glapit. J'ai même l'impression qu'il ronronne. Mais son corps est toujours glacé. Je n'arrive pas à hurler. Je n'arrive plus à penser. Je demeure actrice de ma propre scène, sans aucun pouvoir ni force. Je ne peux me sauver. Je l'observe avec crainte. Une partie de sa peau semble s'être affaissée. Son œil me fixe. Sa bouche s'ouvre péniblement, laissant entrevoir une langue noire, épaisse et boutonneuse. Du sang gluant sort de ses lèvres. Je vais m'évanouir, c'est certain. Mon cœur souffre trop. Il cogne trop vite, trop fort. L'enfant me souffle de nouveau ces mots. Pourquoi tu nous as tués, maman? Pourquoi tu nous as tués? Qu'est-ce qui se passe? Qui est ce gosse? J'entends la porte de ma chambre qui s'ouvre avec fracas. Surpris, à reculons, l'enfant descend de mon lit. Il glisse telle une ombre le long de mon matelas. Il m'effleure les bras. Mes duvets se hérissent. Il est parti. L'enfant bleu a disparu, envolé d'un seul coup. Du bruit se fait entendre de nouveau. Des pas résonnent dans le couloir. Je me lève, prends le couteau avec moi, la lame pointée vers la porte. J'entends des murmures à côté. Lorsque je baisse les yeux, mes pieds nus baignent dans une mare de sang. De nouveau, un autre enfant apparaît. Sans réfléchir, je le poignarde. Je plante la lame dans son cœur. Je l'enfonce, sentant ses os se briser. Un bruit affreux de coquilles d'œufs. L'enfant s'effondre, le torse déchiré. Je m'approche de lui. Il a le corps bleuté. Son sang est noir, gluant comme du goudron chaud. Mais qui sont ces enfants? Qu'ai-je fait? Je sens dans mon dos une ombre se relevant. Le premier enfant se tient là. Il ouvre la bouche. Ses dents cassées, aiguisées, en pointe acérée sont jaunes étincelantes. Il a les yeux vides. Ses pupilles paraissent désormais cataractées.
Il me regarde et s'approche de moi. Je ne peux y croire, non, c'est impossible. Les enfants bleus tombent d'un seul coup. Inaudible, le bruit de leur jeune corps s'affaissant ne résonne même pas dans la pièce. « Camara! Camara, venez voir !» Je hurle à plein poumon. Je sais très bien qu'il ne peut pas m'entendre, mais je continue pourtant de crier son nom, comme si j'attendais son aide. À ma grande surprise, Camara et Dupart débarquent dans ma chambre. « Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Graned ?»« Les enfants bleus, là, sur le sol. Je les ai tués. Je les ai poignardés, ces petits crétins. À la suite, comme à l'usine, schlac, schlac, en plein cœur. » Je les sens perplexes. Ils me dévisagent comme si j'étais folle. Je les vois faire. Oh oui, je les vois faire. Faut pas trop qu'ils me sous-estiment, ces deux-là. Je ne suis pas folle, non. Non, je ne suis pas folle. Il n'y a pas d'enfant bleu, Madame Graned. Combien de fois on va vous le dire? Mais regardez, Camara, le sol! Et puis, parlez-moi bien. Je suis votre supérieur. Arrêtez de m'appeler comme ça, Madame Graned. Vous savez bien que je ne suis pas Camara. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Et l'autre poufiasse, peut-être? Elle ne s'appelle pas Dupart, non plus? On va vous administrer une injection pour vous calmer. Retournez vous allonger. Je ne suis pas folle, putain, je ne suis pas folle! Vous ne voyez donc pas les enfants bleus? Mes poumonnais-je. Ils sont là, par terre. J'ai tué ces enfants bleus, mais regardez-les, bon sang! Camara me fixe avec peine. Je vois bien qu'il est triste. Dupart aussi. Elle semble cependant moins affectée que ce matin. Quelque chose comme de la détresse se reflète dans ses yeux. J'ai mal aux mains. Où sont mes gants? Pourquoi suis-je pieds nus, moi encore? Le ciel est glacé. Allongez-vous, Madame Graned, s'il vous plaît. Sinon, on va devoir utiliser la force. Et vous savez que ça va pas être drôle. Si vous faites des crises à chaque fois qu'on vous emmène au parc, vous n'aurez plus le droit de sortir. J'aimerais bien les voir me maîtriser, ces deux jeunes-là. Ils arrivaient à peine à monter ce matin et là, ils vont utiliser la force contre moi. Ils savent que je suis leur supérieur hiérarchique, au moins. Dès que je retourne au commissariat central demain, je vais les faire rétrograder, bande d'ingrats. Ils me piquent dans la cuisse, je me détends. Enfin, je vais dormir. Merci, Camara.